vous êtes ici au laboratoire d'analyse microbiologique des sols. C'est on va dire un laboratoire, mais surtout c'est un conseil pour les agriculteurs et les vignerons, enfin l'ensemble de l'agriculture et tout ce qui concerne le sol, pour essayer que en fait on les gère de façon plus respectueuse, plus biologique et plus durable. C'est un laboratoire qui a été fondé en 1990, nous sommes d'anciens de l'INRA, c'est pas entendu avec l'Institut, donc on a préféré créer notre laboratoire indépendant pour garder notre liberté de parole. Alors c'est une toute petite structure, ça n'a pas, c'est vraiment très, très confidentiel, puisqu'en fait on est 5, on a notre fils qui nous a rejoint il y a 6 ans et qui a une formation scientifique sur la microbiologie des sols aussi. On a un collaborateur qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui donc s'occupe de toute la partie technique. Nous deux, Claude et moi, et puis une secrétaire qui gère l'agenda, parce que en fait nous trois, les 3 personnes, enfin les 3 bourguignons on va dire, on se déplace beaucoup. On est beaucoup plus sur le terrain qu'au laboratoire, et c'est donc Monsieur Laprévote qui s'occupe de toute la partie technique, les analyses, l'identification de la faune. Disons qu'ils nous avaient demandé, de changer un peu nos méthodes de recherche. Ils n'avaient pas apprécié qu'on montre que l'activité biologique des sols chutait. Donc ils nous avaient demandé de travailler sur des sujets qui plaisent plus à l'agro-industrie. Donc comme ça ne nous convenait pas, nous on voulait bien travailler dans la fonction publique à condition de servir la nation française par l'agro-industrie. On veut bien accepter des salaires bas de la fonction publique à condition que ce soit réellement un travail public, pas un travail dérouté vers l'agro-industrie. Donc c'est pour ça qu'on ne s'est pas entendu avec cet institut, qu'on l'a quitté. Oui, parce que ça a beaucoup changé. C'est encore un des problèmes à l'heure actuelle, c'est que ces instituts ne sont plus soutenus par des fonds étatiques, donc publics. Et beaucoup que l'Institut national de recherche agronomique travaille avec des contrats de grandes entreprises et de multinationales. Et c'est évident que la liberté de certaines publications, c'est un peu compliqué. C'est des organismes qui, quelque part, sont, du fait du profit, de l'argent, sont peut-être moins libres dans l'explication ou dans la réalité. C'est pas comme ça, en fait, les pressions, c'est plus compliqué, c'est très insidieux, on le voit de tous les chercheurs, c'est pas, les gens s'imaginent la pression, on vous empêche de travailler, ça c'est dans les films quelque part. Je crois que c'est beaucoup plus des pressions, soit des non-reconnaissances, soit après une conférence, soit des gens de l'INRA qui vont dire ouais, les bourguignons sont pas scientifiques, c'est pas valable leur travail, la difficulté d'être reconnu on a eu beaucoup de mal à avoir une totalité d'un crédit d'impôt de recherche, on vous dit que c'est pour tout le monde, et en fait ça l'est pas. C'est ça, et donc c'est toujours des difficultés à essayer d'expliquer que en fait on est des scientifiques, on a une valeur scientifique, on fait un travail honnête. C'est quelque chose de constant. On est toujours obligé de se justifier, alors que ces multinationales ou d'autres vont pas justifier. Vous avez un diplôme, voilà. Tandis que nous, vous êtes pas assez, presque pas assez diplômé, pas ceci. C'est quelque chose qu'on est toujours obligé de remettre et toujours obligé de se justifier. C'est ça qui est pénible. C'est pas des pressions. C'est la justification continuelle de la valeur de notre travail et de ce qu'on fait. On est toujours obligé de se justifier. Et on voit, pour reprendre cette étude-là de Monsieur Gilles-Éric Serralini, en fait, Monsanto fait une expérience qui est soi-disant valable, et lui est obligé de justifier, de se faire une contre-expérience. Il y a 2 poids 2 mesures, quoi. Il y en a, quand vous montrez quelque chose qui va pas dans le bon sens, vous êtes vraiment obligé d'appuyer, d'avoir des tas de... Alors que les autres, c'est beaucoup plus rapide. Et c'est ça qui va pas. L'agriculture est essentiellement paysanne, c'est-à-dire utilise les connaissances paysannes mises au point pendant 7000 ans de rotation, association, jusqu'à peu près la guerre de 14.
Et puis à partir de la guerre de 14, l'agro-industrie va prendre le dessus sur la paysannerie. Les paysans vont d'abord disparaître, 92% ont disparu depuis 1950, et ils vont être remplacés par les exploitants agricoles qui vont perdre cette connaissance paysanne et appliquer des techniques qui rapportent de l'argent à l'agro-industrie. Donc c'est le grand basculement, c'est la guerre de 14. Oui, et l'utilisation, il y a ce grand basculement. Et puis, après la guerre, après les années 50, où en fait il a fallu nourrir, on a dit aux agriculteurs, il faut nourrir, la France a faim, l'Europe a faim, donc il faut nourrir. Donc on est parti dans une industrialisation. Les années 70, effectivement, c'est l'arrivée importante de l'industrialisation de l'agriculture. L'utilisation massive d'engrais, des machines de plus en plus lourdes. Il faut savoir que beaucoup de choses dans l'agriculture sont des dérivés de la guerre. Hein. Les fils barbelés pour les clôtures. Autrefois, les gens palissaient, faisaient des palissages en végétal, qui étaient d'ailleurs dans le Morvan, on en retrouve quelques-uns. Les tracteurs et les charrues sont presque des restes des tanks, quoi. Oui, les tracteurs, c'est dérivé des tanks. Puis les engrais chimiques, c'est les bombes, c'est les nitrates qui servaient aux bombes. Donc en fait, c'est toute une industrie militaire qui va se déverser dans l'agriculture, balayant toute la connaissance paysanne et faisant disparaître l'agriculture au vrai sens du terme. C'est qu'on ne fait plus de rotation, on fait de la monoculture, on ne fait plus d'association. Donc on est dans un système qui n'a plus rien à voir. C'est une politique du pire. La PAC, c'est une politique du pire. C'est pas le but en Europe n'est plus de nourrir la population. D'ailleurs, l'Europe ne se nourrit plus. On n'a plus de sécurité alimentaire. Le but de l'agriculture, c'est de faire tourner l'agro-industrie. Les États ne se préoccupent absolument pas de l'alimentation de leur population. C'est pour ça que l'Europe est le premier importateur mondial d'aliments. Nous ne mangeons plus. Le jour où les pays nous donneront plus de la nourriture, on ne sera pas bien en Europe. Et ça, c'est des choix politiques qui ont été faits, développer l'industrie plutôt que l'agriculture. L'agriculture, toute l'agriculture, tout ce qui est au niveau de la nourriture est sous la mainmise de multinationales qui gèrent, et c'est ça qui ne va pas. En fait, elles sont 5, je crois, et ça, c'est pas possible. C'est elles qui gèrent tout, les semences, les produits, elles sont partout. Donc la liberté paysanne n'existe plus. Un paysan qui veut faire ses graines ne peut pas, parce que si elles ne sont pas au cahier, au GNIS, au cahier des semences, ils ne peuvent pas semer, donc ils n'ont pas le droit. En fait, on a perdu une liberté incroyable. Le drame, il y a quelques années, avec le purin d'ortie, où on commençait à attaquer des techniques comme ça, c'est pas possible, quoi. Et en fait, c'est très très grave, effectivement. Il y a absolument plus un jeune qui veut faire une race de vache du coin, ou certaines choses, ou de cochons, sera pas aidé par les banques, parce qu'en fait, c'est pas dans le schéma qui est choisi. Donc en fait, d'où la perte de toutes ces variétés, voilà, qui étaient certainement mieux implantées. Donc là, il y a vraiment une mainmise qui est extrêmement grave, effectivement, pour les agriculteurs, mais pour nous aussi, hein, pour les citoyens. En fait, les États ont arrêté de s'occuper de l'agriculture, ils ont remis ça à l'agro-industrie, ils ont cessé. Le devoir d'un État, c'était quand même de développer l'agriculture. Il y avait les comices agricoles, il y avait une recherche qui était vraiment au service des paysans. Et puis tout ça, ça a été balayé. Les États ont confié le développement à l'agro-industrie. L'agro-industrie ne s'intéresse pas à l'alimentation des gens, elle s'intéresse à ses profits. Ce qui est logique, toute entreprise s'intéresse à ses profits. Mais la notion de sécurité alimentaire, d'alimenter les gens, n'est absolument pas une préoccupation de l'agro-industrie. Donc là, après, les États sont, depuis 2007, les crises de famine réalisent que ils ont créé une situation extrêmement fragile en abandonnant le développement agricole et en le confiant à des entreprises qui ne s'intéressent qu'à leur profit. Ça me paraît très difficile. Pour refaire une agriculture vivrière, il faut des bras, il n'y a plus de bras. On a vidé l'agriculture de ses bras, donc je ne vois pas très bien comment on va faire pour rendre à nouveau la sécurité alimentaire à l'Europe. Je pense qu'il y a un vrai travail au niveau de l'éducation, l'éducation, on va dire, agricole. Oui, il faudrait refaire un vrai enseignement agricole
déjà revaloriser le métier d'agriculteur. On parle effectivement, il y a de moins en moins de mains au niveau de l'agriculture et on a de plus en plus de chômeurs. Si vous parlez avec des agriculteurs ou des vignerons ou des gens qui travaillent dans le monde agricole, on ne trouve plus de personnes qui veulent travailler la terre. C'est-à-dire, aider, ce qu'on appelait autrefois le tâcheron. Bon, le mot est peut-être dur, mais il n'y avait pas de côté négatif. Maintenant, quelqu'un préférera être soit à la chaîne, soit chômeur, que de travailler la terre. Donc, ce nombre de jeunes ou de moins jeunes, on va dire de jeunes qui sont chômeurs, mais quand on leur dit, bah, écoutez, vous venez, je sais pas, travailler dans les vignes et tout, il n'y a personne. Donc, et on a tellement disqualifié ce métier d'agriculteur, puis la difficulté du métier d'agriculteur, c'est un métier qui est difficile, qui était certainement beaucoup plus difficile autrefois, parce que quand il fallait biner les pommes de terre, ou maintenant on a du matériel, on a tout ça, et puis lui redonner un peu ses lettres de noblesse au métier d'agriculteur, et un vrai enseignement, repartir sur les bases fondamentales de l'agriculture. Et donc là, il y a un sacré travail, parce que c'est pas du tout ce qui est... on essaye, mais c'est pas du tout ce qui est dans les lycées agricoles. En plus, il faudrait que les lycées agricoles, enfin l'enseignement agricole, soit indépendant du ministère de l'Agriculture. Parce que dans le ministère de l'Agriculture, vous avez très souvent des lobbies qui sont là et qui tirent les ficelles. Donc pour que l'enseignement soit un enseignement vers quelque chose de moins utilisateur de ces produits faits par ces agroalimentaires, il faudrait que l'enseignement soit totalement indépendant de cela. Et le ministère de l'Agriculture, toutes les écoles agricoles, tout ce qui est enseignement agricole dépend de ce ministère. Donc il faudrait que ça soit basculé. Ça permettrait aussi dans le monde agricole, dans ces collèges, dans ces lycées, à ces jeunes de se frotter à autre chose. Parce qu'il y a aussi cette vision de dire oui, je suis agriculteur, j'ai pas ceci, j'ai pas cela. Quand un agriculteur serait confronté à quelqu'un dont les parents sont à la chaîne, il y aurait un autre brassage. Et c'est pas ce qui existe. C'est deux mondes qui sont complètement... il n'y a pas de voie, il n'y a pas de passerelle. D'ailleurs, il n'y a même pas de passerelle. C'est quand même incroyable quand quelqu'un est dans un jeune qui a fait par exemple des études qui sont des études universitaires et qui veut s'installer jeune agriculteur, il est obligé, il n'y a pas d'équivalence, il est obligé de repasser des diplômes agricoles alors qu'on peut l'avoir dans l'autre sens. C'est vraiment ces deux mondes, on ne fait pas de passerelle. C'est très très difficile. Je ne vois pas très bien comment on va faire revenir les connaissances paysannes à grande échelle. Les paysans avaient sélectionné pendant des siècles des variétés de plantes et des races animales aux conditions locales dans lesquelles ils vivaient. On les a toutes exterminées, ils cultivent tous des espèces qui ne sont absolument pas adaptées aux conditions climatiques locales. Donc ça demande un travail assez gigantesque, et puis ça demanderait aussi que les agronomes quittent les laboratoires et retournent aux champs. Vous savez, avant d'envoyer un scientifique dans les champs, je peux vous dire, vous n'êtes pas sorti de l'auberge. Oui. Moi, je ne vois pas très bien comment l'Europe va faire pour pouvoir se nourrir à nouveau de son agriculture. Elle est très très mal partie, et elle a cassé un tel savoir, une telle masse de connaissances paysannes, que maintenant, pour la retrouver, je veux dire, on n'enseigne plus rien dans les lycées agricoles aux jeunes agriculteurs. Tout ce savoir que les anciens avaient accumulé, les professeurs des lycées agricoles ne les connaissent même plus. Donc, Oui. je ne vois pas très bien. On va voir, on va voir ce qui va se passer, mais je vois pas très bien comment ces connaissances vont être retrouvées. Là, on parlait, on était à une réunion et on a été surpris, Claude et moi, on parlait de blé tendre dans de la biscuiterie et la personne n'en connaissait qu'une variété. Qu'une espèce, ça Qu'une veut pas qu'il y avait espèce, plusieurs pardon. espèces de blé. Et on lui a dit, mais attendez, il y en a Les gens qui bossent dans la biscuiterie, et savent qui pas bossent que- dans la biscuiterie, il y a quand même quelque chose qui va pas, quoi. Donc effectivement, comme ils n'utilisent qu'une seule espèce, effectivement, il peut y avoir des problèmes, alors qu'autrefois, on mettait pas tous les œufs dans le même panier. En fait, il y avait une méconnaissance, ils ne savaient pas qu'il y en avait d'autres. Et nous, ça nous a surpris. Déjà, n'acheter que des produits bio pour aider les agriculteurs en biologie. Boycotter tout ce qui est produit agro-industriel, ça c'est, je crois, la première étape que le citoyen peut faire pour aider le monde agricole. Après, qu'est-ce qu'il faut Essayer faire d'autre de travailler aussi avec des produits de saison. Je pense que le citoyen, il faut aussi qu'il accepte
peut-être manger des fraises en hiver, c'est terminé. Je crois qu'en fait, revenir aussi à ces légumes, ces fruits du moment proche, aller dans la mesure du possible, bien entendu, faire un achat de proximité, privilégier aussi les marchés, parce que c'est souvent, bon, avec le nom, c'est des producteurs, mais ça serait déjà très bien si les citoyens arrêtaient de manger des fraises et des haricots verts en hiver, par exemple en Bourgogne. Ça changerait la donne aussi. Il y a toutes ces petites choses-là. Je pense que c'est aussi être plus vigilant, demander... j'aimais beaucoup ce qu'avait dit un des... je me rappelle plus de son nom, dans le film de Colin Serrault, ce Brésilien qui dit quelque part... c'est vous les consommateurs, c'est nous consommateurs qui avons le pouvoir. Quelque part, c'est vrai. D'ailleurs, ils le savent, les multinationales le savent très bien, puisque vous n'avez pas le droit d'utiliser le mot boycott et vous n'avez pas le droit de préconiser de boycotter un produit. Donc ils savent très bien pourquoi, parce que si c'est boycott, ça veut dire qu'on n'achète pas. Et si on n'achète pas, les multinationales, donc le consommateur, quelque part, dans son porte-monnaie, dans ce qu'il achète, il a un énorme pouvoir. Il faut qu'il arrête de... Moi, je me souviens, il y a quelque temps, quand il y avait eu cette polémique entre les veaux aux hormones et pas aux hormones, il y avait des bouchers qui voulaient marquer que c'était le veau sous la mer, ils n'ont pas eu le droit. Pourquoi? Donc, même si c'est pas dit, essayez de chercher. Donc, ça demande une réflexion. Ça demande aussi, comme dit Claude, de soutenir ces agriculteurs. La toile permet plein de choses. Essayez d'être plus vigilant. Demander un étiquetage. S'il y avait une vraie demande, peut-être, d'organisation pour demander des vrais étiquetages, les choses changeraient aussi. Je crois que chacun, même si on fait un tout petit peu, un grain de riz, plus un grain de riz, plus un grain de riz, après ça fait beaucoup. Il faut que les citoyens aient un comportement moral. La seule agriculture qui pourra nourrir l'humanité, l'agriculture biologique et biodynamique. L'agriculture intensive a prouvé son incapacité à nourrir l'humanité puisqu'un milliard d'hommes souffrent de faim. Donc je crois que le comportement moral de tout citoyen, c'est d'arrêter, d'encourager cette agriculture qui affame la planète et au contraire acheter bio ou biodynamique parce que là au moins c'est quelque chose qui est généralisable à tous les paysans de la planète. On n'a pas besoin d'argent parce qu'il n'y a plus d'engrais chimiques et de pesticides alors que l'agro-industrie ruine les petits paysans des pays tiers-monde. Donc il faut aller vers la bio et ça c'est un comportement moral des citoyens du Nord d'arrêter de manger cette malbouffe. Ça, il faut qu'ils aient un peu un comportement moral, un comportement des citoyens du Nord totalement immoral. Ils encouragent une agriculture qui fait mourir les gens de faim, les gens du Sud, c'est scandaleux. Oui, parce qu'ils veulent une nourriture pas chère. Ça, c'est quelque chose qui nous révolte énormément. Qu'est-ce que ça veut dire une nourriture pas chère? Alors, en fait, elle n'est pas chère parce qu'elle est subventionnée. Et la subvention, tout le monde la paye, parce que toute cette nourriture, quand on voit le prix. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pas cher quand on voit ce que sur d'autres budgets où on va être prêt d'acheter des choses. On n'a qu'à regarder toute la téléphonie, tous les jeux et tout. Et moi, je suis effarée de ce qu'on peut voir en fait chez les gens. La manière dont on nourrit les enfants, des fois, on le voit dans les caddies et tout, et ce qui va être utilisé en médias, en téléphonie, c'est quand même incroyable. Enfin, la santé, la nourriture, bien manger, c'est quand même le gage d'être en bonne santé, parce que la facture médicale, elle est aussi importante. Et ça, là, les citoyens devraient avoir une vraie réflexion. Non. Là, en ce moment, on vous bassine avec la 4G. Je prends ça parce que, puis on l'entend, on va jamais bassiner les gens avec un produit de qualité et tout. C'est la puissance de ces boîtes pourquoi moi, ça me révolte. C'est souvent un sujet que les gens nous posent. C'est parce que les gens nous posent en disant, il est dit qu'on sera dans quelques années 9 milliards et qu'on pourra même nourrir jusqu'à 13 milliards de personnes sur la planète. Moi, je n'y crois pas. Parce que aussi, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que si c'est juste pour se nourrir, peut-être c'est peut-être une possibilité, encore j'en doute. Mais en fait, on est des humains et faire que 9 milliards de personnes accèdent à l'école,
a une vie, on va dire décente, pouvoir... l'homme, il lit, il va au théâtre, c'est pas que manger. Parce que les gens disent on va pouvoir nourrir la planète, mais les hommes, ils font pas que manger. En fait, ils ont aussi ils ont un esprit et on peut le cultiver différemment. Et je ne pense pas qu'on puisse aller jusqu'à 9 milliards. Et puis d'autre part, parce qu'on a travaillé dans les pays du tiers-monde, je ne crois pas non plus que ça soit ce que les gens disent, pour moi, une finalité. Parce que quand vous allez dans des pays en voie de développement, effectivement, les femmes font énormément d'enfants, donc on a une démographie qui explose. Mais quand vous discutez avec ces femmes, pour elles, ce n'est pas une finalité. Autrefois, c'était comme ça. On n'a qu'à prendre en Europe, l'Italie, l'Espagne. Et maintenant, quand on a donné la possibilité aux femmes d'aller à l'école, d'avoir un métier, d'être instruites, à ce moment-là, ça change tout seul. Il n'y a même pas besoin de faire quoi que ce soit. L'Italie fait partie des pays maintenant en Europe qui font le moins d'enfants. Oui, parce que les femmes sont, entre guillemets, pas à l'égal de l'homme, mais ont la possibilité d'aller à l'école, ont des études, à ce moment-là se mettent à travailler. Et quand vous vous mettez à travailler, vous ne faites plus 4 ou 5 gosses. Et dans ces pays-là, le jour où on mettra... Et donc c'est tout un autre problème, parce que là, il y a tout le machisme qui va venir dessus. Le jour où on donnera accession aux femmes à l'éducation et au travail, le problème de la démographie dans le monde va se régler relativement facilement. Mais ça, c'est un autre sujet. Non, personne ne parle de la dégradation des sols. On parle de la pollution de l'air, la pollution de l'eau, mais tout le monde se fiche des sols. Oui, la population si on prend simplement les vers de terre, ils sont passés en pays comme la France, sont passés de 2 tonnes d'hectares à moins de 100 kilos, donc il n'y a plus de galeries, il n'y a plus d'air, il n'y a plus de possibilité pour les sols de boire l'eau. Donc les résultats, ça se retrouve dans les inondations. Mais c'est pas parce qu'il pleut plus en ce moment qu'autrefois, il y a toujours plus, ça a toujours existé, mais c'est vrai que le mauvais état biologique des sols fait que les sols sont plus capables de boire la pluviométrie, donc les gens se retrouvent les pieds dans l'eau. Même des villes anciennes qui existent depuis très longtemps sont maintenant inondées alors qu'elles ne l'étaient pas auparavant, donc il y a un vrai problème de surface. Bon, ça, il faut rajouter, ça on en parle quand même, du bétonnage, qu'on bétonne un département tous les 7 ans, qui fait que, en plus, le béton, évidemment, lui, il ne boit pas d'eau du tout. Puis bon, il y a aussi la gestion, on a arraché les haies. Les haies participaient beaucoup à la gestion de l'eau dans les choses agricoles. Dans une région comme la Bretagne, on a détruit tous les chemins creux. La Bretagne était le pays qui avait la plus belle gestion paysanne de l'eau, avec des chemins creux, des haies, etc. Tout a été détruit au bulldozer dans les années 60-70. Bon, maintenant, les Bretons, ils payent l'addition d'un mauvais aménagement de leur territoire. Il ne faut pas accuser la pluie. C'est la loi Pisani, enfin c'est tout, disons toute la catastrophe du ministère de l'Agriculture des années 60 jusqu'à maintenant qui sont responsables de la situation de la Bretagne. Le modèle breton, il s'effondre, mais le problème c'est que c'est un modèle mafieux, où il y a une entente mafieuse entre le Crédit Agricole, les chambres d'agriculture, la FNSEA, bon, c'est un peu comme la Corse. L'État ne peut pas grand-chose contre le système mafieux breton, et c'est le peuple paysan, c'est le peuple breton qui souffre des conséquences de cette organisation mafieuse. C'est à eux de mettre de l'ordre dans leur agriculture, on ne peut pas se mettre à la place de tous les gens, c'est à eux de sortir leur agriculture des griffes de la mafia. Et c'est à l'heure actuelle les essais qui sont faits dans le monde de balancer des métaux aluminium, en partie de l'aluminium, pour refléter l'excès du soleil, pour lutter contre le réchauffement planétaire. Ces expérimentations qui sont entreprises, à ma connaissance, que dans l'hémisphère nord. Donc il y a des avions qui vous larguent des poussières métalliques. Alors qu'est-ce qui balance exactement, je ne sais pas. Je sais que c'est l'aluminium qui est le métal dominant. Donc le but est de réfléchir à la chaleur du soleil pour lutter contre le réchauffement climatique. Mais bon, ces apprentis sorciers, vous savez, c'est comme les OGM. Ils n'essayent pas de s'occuper des causes, ils s'occupent que des effets. Les conséquences. Tant qu'ils ne s'attaqueront pas à la cause de base, ils continueront à faire n'importe quoi pour essayer de continuer leur modèle qui va dans le mur, mais ils ne veulent pas le reconnaître, donc ils cherchent des solutions stupides comme aller balancer du métal dans l'atmosphère. Bon, c'est pas officiel, c'est pas déclaré, on ne dit pas aux gens ce qu'ils font, ils ne le disent pas exactement, c'est des essais, c'est des expérimentations. On en parle quand même de plus en plus, parce qu'au début, il y a même eu des démentis en disant que c'était pas vrai, et puis maintenant, quand on voit un ciel qui est
Parce qu'il y a quelques années, ils disaient que c'était pas vrai. Mmh. Là, quand même, bon, il y a de plus en plus de gens qui en parlent. Donc, mais c'est vrai que c'est une fuite en avant. C'est vraiment... on ne veut pas du tout... comme Claude disait tout à l'heure, le sol, bon, c'est pas parce que nous on travaille dessus, mais le sol c'est quand même la base de beaucoup de choses. Hein. Les problèmes de pollution de l'air, pollution de l'eau, c'est parce que le sol va pas bien et en fait on fait vraiment comme ça n'existe pas. Bon, les agriculteurs disent c'est pas vrai, on prend pas le sol comme un support, ça a changé. Enfin, ça change vraiment très très lentement. Et le problème c'est que la dégradation va plus vite que des décisions qui sont prises, politiquement parlant. Quand on voit que il était question de diminuer les pesticides avec le Grenelle de l'environnement et bon, ça c'est des études, c'est pas que nous, on le trouve sur internet. En fait, entre 2007 et 2011, la France a augmenté de 2,7% l'achat de ces pesticides, alors qu'il y avait en 2007 au Grenelle de l'environnement, on a dit qu'il fallait les diminuer. Donc on n'arrête pas vraiment, quoi. Ça s'arrête pas vraiment, ça continue. L'aluminium, il y en a tellement dans les sols que vous ne pouvez pas le voir. C'est le troisième élément le plus abondant de la planète après le fer et la silice. Donc je pense que vous ne le verrez pas. Strontium, barium, je ne pense pas qu'ils en mettent des grosses quantités au prix où c'est. Ils ne doivent pas en mettre des quantités énormes. Ça coûte très cher. Oui, ces mesures, il en faudrait beaucoup. C'est ce qu'on appelle la mesure des métaux lourds. Bon, aussi, il y a certains, mais je pense que pour déjà voir une augmentation de ces produits-là, on a déjà assez à faire avec les métaux lourds dus à la pollution des gaz de voiture ou d'autres choses. Mais bon, l'augmentation, là, il en faudrait quand même beaucoup. Hein.